Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons entamer notre première vidéo de l'année en essayant d'analyser un peu plus en détail et de savoir ce qu'est exactement une récession, puisque l'on en parle de plus en plus dans les médias. Il y a à peine un an, certains secteur nous annonçait que nous allions avoir une inflation et tout le monde était là pour nous dire qu'elle n'aurait pas lieu. Et puis on nous a dit qu'elle aurait lieu, mais qu'elle serait faible. Et puis après, on nous a dit qu'elle serait longue. Et finalement, elle était forte et elle a été longue. Eh bien, on a un peu le même processus vis-à-vis de la récession. Alors, quel sera le prochain scénario? Aura-t-on toujours une inflation? Aura-t-on une récession? Une croissance économique faible ou nulle? Eh bien ça va dépendre de deux éléments, le leadership et la manière dont on va gérer la crise énergétique. Le leadership, j'entends par là la manière dont les chefs d'État vont gérer la situation au sein de leur pays, au sein des groupements étatiques, mais également au sein des banques centrales et aussi de la manière dont on gérera les fameuses crises géopolitiques, sanitaires, etc. Alors, c'est quoi une récession économique? Eh bien, une récession économique, elle est définie de manière macroéconomique dans le sens où c'est une chute du PIB sur au moins 2 trimestres. On peut citer l'exemple des États-Unis qui a eu d'ailleurs il y a récemment 2 trimestres consécutifs qui ont été négatifs et maintenant eh bien c'est redevenu positif. Comme quoi ça peut être très transitoire ou ça peut être continue sur 6 mois, voire 2 ans ou plusieurs années. Lorsque ça s'étale sur une très longue période, on ne parle plus de récession, mais on parle plutôt de dépression économique. D'autres personnes définissent la récession d'une autre manière et nous donnent d'autres indicateurs pour savoir si nous sommes en récession ou pas. Au lieu de faire appel au PIB, comme je viens de dire, on peut donc se référer à d'autres indicateurs économiques. On peut se référer à Loïc Abadie dans son livre sur la crise économique, où il nous donne, pour mieux cibler si nous sommes dans une récession économique ou pas, 3 indicateurs précis pour nous guider. Le premier indicateur qu'il nous donne, c'est la vente immobilière. Pour lui, il préconise de prendre comme critère le permis de bâtir. Pour lui, s'il y a une augmentation du permis de bâtir, eh bien, ça veut dire que les gens, le peuple a une confiance absolue en l'économie et que du coup, il n'y a pas de risque de récession. Donc, en cas de diminution des permis de bâtir, de vente de maisons, etc., eh bien, on peut dire que il y a une certaine crainte en l'avenir. Donc, peut-être un indicateur de future récession. Le deuxième élément à tenir compte, c'est le critère des zolos. Les zolos à 10 ans doivent être toujours avec un taux supérieur aux zolos à court terme et même au taux Libor de 6 mois, 1 an. Eh bien, ces taux-là, à court terme, doivent toujours être inférieurs aux zolos à long terme. Les zolos à long terme ont un taux qui est inférieur aux zolos à court terme. Donc, indice à ce moment-là qu'une récession serait proche. En effet, les zolos à court terme ont toujours un taux beaucoup plus bas que ceux qui prêtent de l'argent à long terme, ce qui paraît logique. Eh bien, en cas de récession, c'est l'inverse qui se produit. Dernier élément à tenir compte, ce serait le taux de chômage. Le taux de chômage, eh bien, à un moment donné, il arrête de monter, il commence à diminuer, à un moment donné, il va se stabiliser et ce moment de stabilisation, de diminution du chômage qui va être freiné va durer à peu près 1 an, 2 ans et puis on va voir une légère reprise.
eh bien, en général, la légère reprise, eh bien, ça marque une récession imminente dans les 6 mois. Lorsque ces 3 éléments que Loïc Abadie préconise, c'est-à-dire le permis de bâtir, les holos avec leur inversion et le taux de chômage, eh bien, si ces 3 éléments-là sont réunis, on se trouve dans un cas de récession imminente et il est bon de prendre ses dispositions. Un élément qui serait réuni, il faut faire attention, à partir de 2 ou 3, eh bien là, il faudrait commencer tout doucement à analyser la situation et à prendre ses dispositions. Donc on peut parler encore d'une autre théorie, celle qui était évoquée par Didier Darcet et Charles Gave, qui également considèrent qu'il est très difficile de connaître la croissance économique d'un pays et dans le monde, et que par conséquent, il faut essayer de trouver un nouveau indicateur. Et Didier Darcet a sorti un document dans lequel il a créé avec Charles Gave un indice qui s'appelle le World Bus Tracker. Pour faire court, c'est quoi? Eh bien, c'est la différence entre la valeur du capital fixe des actions divisé par la valeur du système productif, c'est-à-dire l'énergie. 2 personnes reprennent en moyenne une quarantaine de pays les plus importants et font régulièrement un tableau avec ces indices correspondant à la méthode qu'ils ont mis en place. Et plus on est proche de 100 et plus la situation est mauvaise. Et actuellement, on est à 95%, donc ça ne serait pas très élogieux pour nos prochains mois à venir. Pour eux, eh bien, la tendance, c'est que un événement qui serait ponctuel ne met jamais en danger un système économique. Ce sont en fait les phénomènes de diffusion qui sont le plus importants. Donc, chaque mois, ils font le calcul des différents indices pour les 40 pays qu'ils ont pris comme point de comparaison. Et ils regardent ceux qui sont au-dessus de 50 et ceux qui sont en dessous de 50. Et on regarde lesquels pays sont les plus majoritaires par rapport aux autres. Et en fonction de ça, ben, on voit au fil des mois si la situation se détériore ou s'améliore. Pour plus de renseignements à ce sujet-là, je passe ça sous détail et rapide. Je vous mettrai les liens. Vous pouvez évidemment aller lire plus en détail ce que Didier Darcet et Charles Gave ont invoqué au sujet de ce fameux World Bus Tracker. Comment est-ce que se termine une récession? Eh bien, selon Loïc Abadie, eh bien, chaque fin de récession est toujours associée avec un pic de chômage. C'est au moment où le pic de chômage est le plus fort que la récession annoncerait sa mort prochaine. Et ce serait peut-être à ce moment-là qu'il est peut-être temps de faire ses rentrées dans le monde économique. Alors, pourquoi vous parlez de ça, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce que il y a 2 raisons à ça. La première, c'est qu'on n'investit pas de la même manière quand on est en inflation ou quand on est en récession. Et deuxièmement, il faut aussi savoir quand est-ce qu'un cycle commence et quand l'autre se termine. En effet, il va falloir prendre ses dispositions. Par conséquent, il est bon de savoir les indices qui annoncent un début, que ce soit de récession ou d'inflation, moi c'est la même chose, ou quand est-ce que ça va se terminer pour pouvoir être dans le meilleur tempo possible. Que peut-on faire quand on est en récession? Puisque une récession, c'est l'opposition d'une inflation, on ne fait pas les mêmes investissements. Comment est-ce qu'on fait pour se protéger en période de récession ou comment tirer le meilleur parti? En effet, lorsqu'il y a des crises, il y a toujours des gens qui s'enrichissent. Donc, il est bon de pouvoir peut-être connaître quelques filons afin de ne pas trop succomber en cours pas favorable aux investisseurs et aux rentiers. Et alors, le premier investissement qu'on vous propose, c'est évidemment l'immobilier. Ça passe toujours à peu près par toutes les étapes. L'immobilier est souvent considéré comme une valeur refuge, aime ce système, donc l'immobilier, évidemment, ça reste de mise. Le deuxième secteur qu'on peut
encore proposé, c'est la bourse. C'est vrai que beaucoup vous diront aïe aïe aïe, mais enfin on va y revenir. Il n'y a pas que du mauvais en bourse, même en période de récession, on peut encore y faire son beurre. 3, bien il y a les matières précieuses et peut-être les premières, suivant les causes de récession, bien évidemment analysées en fonction de la situation de l'époque. Enfin, passer au cash, au liquide, c'est aussi une solution. Et cinquièmement, en soi-même ou dans son matériel professionnel ou également dans son immeuble, etc. Donc investir sur soi, que ce soit au niveau éducation, formation, mais également dans vos avoirs personnels, votre propre maison, votre propre entreprise si vous êtes indépendant, etc. Voilà, donc il y a exactement l'immobilier, la bourse, les matières premières, il y a le cash et il y a investir en soi-même. Voyons quelques points plus en détail. Alors, le premier point, l'immobilier, il n'y a pas besoin de faire le long discours, vous voyez de quoi je veux dire, où vous achetez votre propre maison pour vous-même, ou vous achetez une maison pour vos vacances ou pour louer, etc. Je ne reviens pas là-dessus, c'est clair et net. Deuxièmement, la bourse. Là, ça demande une petite explication. La règle pour investir en bourse en période de récession, c'est de diversifier un maximum, donc c'est-à-dire ne pas tout investir dans un seul secteur. Attention quand même, parce que plus vous allez diversifier, plus vous allez devoir surveiller, parce qu'il faut quand même surveiller en période de récession, et ça va vous demander plus de temps si vous avez plusieurs secteurs, et si vous êtes sur plusieurs bourses différentes, dans plusieurs pays différents, avec des devises différentes, finalement, ça va vous prendre beaucoup de temps. Donc, diversifier, mais tout en restant quand même dans la capacité de pouvoir surveiller vos investissements et d'éviter de devoir passer par des traders qui, eux, vont encore vous empocher de l'argent au passage et peut-être que vous risquez encore de tout perdre. Donc, il faut toujours privilégier d'investir soi-même, mais aussi être capable de pouvoir suivre tout ce qu'on investit. Donc, diversifier en sachant le temps que vous pouvez consacrer chaque jour à la surveillance de vos avoirs. Investir en bourse, eh bien, on considère d'investir évidemment quand les actions sont au plus bas, bien évidemment, pour prendre un maximum de pourcentage et de marge, mais de le faire par petites doses. Rentrer par petites doses, allez, par exemple, une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois, et par des petites tranches d'achat, pas des grosses sommes. Comme ça, vous limitez les dégâts. Enfin, dans quel secteur? Ça, c'est le plus important. Les secteurs à privilégier, c'est la santé, tout ce qui est les biens de base, alimentation, agriculture, céréales, etc., médicaments, etc. Les services publics, c'est-à-dire l'électricité, l'eau, le gaz. Voilà, c'est un peu les 3 domaines à privilégier. Et comme état d'esprit, je vous conseille d'avoir les nerfs solides pour rentrer en bourse parce que, comme je vous l'ai dit, ça va vous demander du temps. Vous allez peut-être perdre de l'argent à certains moments, donc il va falloir avoir des nerfs d'acier et supporter le fait que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais en fait, c'est à l'image de notre vie. Il y a des hauts et il y a des bas. Donc, si vous investissez en bourse, soyez solide, point de vue nerveux. Alors, en ce qui concerne les matières précieuses, on va parler du principal que tout le monde connaît, c'est l'or. L'or, eh bien l'or, en cas d'inflation, c'est considéré comme une valeur refuge, bien évidemment. Mais l'or est aussi un actif qui est souvent recherché en période de récession et surtout quand c'est une récession accompagnée d'une inflation comme nous allons avoir. Pourquoi? Parce que la monnaie baisse et quand la monnaie perd de la valeur, eh bien l'or augmente. En plus, l'or, il augmente aussi quand la confiance n'est plus là dans le secteur. Et également, troisièmement, c'est considéré comme l'immobilier comme une valeur refuge. Et en cas de dépression économique, c'est-à-dire de récession longue, eh bien, c'est sûr que l'or a son utilité. En ce qui concerne l'argent, le platine et le platinium, là, ce sont des matières précieuses, évidemment, qui sont intéressantes aussi, mais ça demande d'être un connaisseur. Et en plus, il faut savoir que ce sont des matières qui sont fort liées à l'économie, donc qui sont fort sujets à varier et à être beaucoup plus volatiles, puisque c'est surtout des matières qui sont utilisées pour la fabrication. Mais si vous le sentez, vous pouvez évidemment y aller
Alors, en tant que personne, quels sont les comportements à adopter? Ça ne touche pas seulement les investisseurs, mais ça va toucher tout le monde. Donc, voici quelques conseils pour passer au mieux la récession, que vous soyez investisseur ou simple particulier. Eh bien, c'est de vendre tout ce qui vous est inutile. Essayez d'avoir le plus d'argent possible liquide. Donc, tout ce qui ne vous sert plus chez vous, vous liquidez pour avoir de l'argent. Faites un maximum d'argent pour avoir du cash et du liquide pour acheter soit des investissements ou soit pour vous acheter ce dont vous avez besoin. 2. Au maximum, gardez votre emploi et essayez de ne pas le perdre. 3. Augmentez votre liquidité, comme je viens de vous le dire, c'est-à-dire en diminuant vos dépenses et en essayant de gagner le maximum. 4. Et continuez à économiser et à mettre de côté. 5. Remboursez tous vos prêts. Vous ne devez quasiment plus avoir de prêts en période de récession et inutile d'aller faire des prêts à la consommation, etc. Les prêts, le maximum, c'est un prêt pour acheter une maison. Le reste, c'est inutile, il faut éviter. Ensuite, diminuez évitez les amendes, c'est pas le moment d'en avoir. De vous faire attaquer au tribunal non plus. Essayez de payer vos factures au maximum et de ne pas avoir de délai ni tout ça. Inutile de dépenser inutilement pour rien. Investir intelligemment et le mieux possible. Il y a de bonnes opportunités à faire dans le milieu des rachats d'entreprises. C'est la bonne période pour le faire. Enfin, si vous avez envie de prendre des congés, des vacances, une pause carrière, c'est pourquoi pas, c'est le meilleur moment pour le faire. Préparez la possibilité de perdre votre emploi et de savoir si vous perdez votre emploi, ce que vous allez faire. C'est le bon moment d'y réfléchir, car ça peut arriver. Beaucoup d'entreprises vont fermer. On va liquider et licencier beaucoup de personnes, je vous l'ai dit. Donc, il faut se préparer à la possibilité de perdre son emploi. Donc, ayez votre curriculum vitae prêt et, pourquoi pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, investir nouvelles formations pour le cas où votre entreprise ou l'endroit où vous travaillerez, vous serez amené à vous mettre à la porte. Enfin, prévoyez le pire. C'est en prévoyant le pire, eh bien, qu'on se dit que finalement, on s'en est le mieux sorti. Des baisses de 25 à 40, 50, 60%. Donc, il faut quand même avoir une certaine actif, refuge et d'assurance à côté, quand même assez important pour contrebalancer la perte que vous auriez. Mais en fait, c'est les 4 attitudes. Soit vous prenez un système d'actifs d'assurance tels que de l'or, des bitcoins, etc. Soit vous investissez parce que vous voulez gagner de l'argent. Soit vous essayez de garder ce que vous avez. Soit vous restez là, vous attendez de voir ce qui va se passer, ou soit vous vendez tout, vous prenez votre bénéfice et vous rentrerez quand la récession sera passée, peut-être en tenant compte de ce que Loïc Abadi dit, le pic de chômage, qui serait peut-être un indicateur du moment où vous pourriez rentrer. Alors, en ce qui concerne les matières premières, en général, eh bien, les matières premières en période de récession, c'est pas toujours bon puisque c'est l'effort lié à la croissance économique. Mais parfois, on fait aussi de très bonnes affaires. Alors, en ce qui concerne le pétrole, eh bien, vous savez bien qu'avec les sanctions que nous avons prises, eh bien, la situation n'est pas rose de ce côté-là. Eh bien, pourtant, quand on regarde la situation, eh bien, finalement, on n'a jamais eu de pénurie et les prix n'ont pas tellement augmenté tant que ça et on n'a pas l'air de s'en sortir trop mal pour le moment. Mais alors, pourquoi? Pourquoi les prix ne sont-ils pas plus hauts? Eh bien, tout simplement parce qu'au fond, il ne se passe pas grand-chose sur les marchés. En effet, si vous analysez la situation, eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, il n'y a aucun impact sur la pénurie, aucun impact sur les prix. Et tout cela, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il y a juste eu un changement de rotation dans la clientèle, c'est-à-dire que les Européens étaient clients de la Russie. Maintenant, on n'est plus client à la Russie, mais on est reparti aux États-Unis. Et ceux qui étaient clients aux États-Unis, eux sont repartis avec la Russie ou sont repartis avec la Chine. Donc finalement, c'était une sorte de chaise musicale, mais finalement, le marché est toujours le même, la quantité demandée est toujours le même. Donc finalement, c'est pour ça que la situation est calme
sur le marché du pétrole et du baril. Et de février, il y a un deuxième embargo qui va arriver, c'est l'embargo sur les produits raffinés. Là, comment ça va évoluer, personne ne le sait, parce que il va falloir raffiner et des entreprises de raffinage, eh bien, on ne sait pas en construire plus que ce qu'il y en a pour le moment sur le territoire européen. Et avant, ben, tout ce qui était raffiné en Russie et nous venait directement prêt à l'emploi. Or ici, on va devoir raffiner ce qui nous arrive. Donc, ce ne sera pas étante les entreprises. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il y aura des augmentations de prix ou est-ce qu'il y aura de la pénurie? Ça, nous le verrons bien. Ce sera en fonction tout cela de comment ça va se passer sur le marché. Et pourquoi est-ce que on en est arrivé là? Eh bien, passer d'un tiers de la production mondiale, c'est énorme. Donc, on aurait dû avoir de grosses répercussions. Mais, vu la manière dont ça se passe, eh bien, et le fait que les Américains, avec tout ce qui s'est passé en ayant récupéré l'Europe, eh bien, ils deviennent la première puissance et la première puissance productrice de pétrole. Maintenant, là, en dehors de la première place. Donc, les États-Unis ont bien joué leur rôle, leur but étant de devenir la première producteur mondial de pétrole. Et vous comprendrez pourquoi est-ce qu'il y a des crises en Ukraine, en Iran, en Arabie Saoudite, et il faut s'attendre à ce qu'il y ait aussi des crises au Venezuela, puisque c'est une des plus grosses aussi réserves de pétrole. Hein, on va songer à Maduro. Et également en Colombie, où là aussi il y a de bonnes réserves de pétrole. Donc ce sera des pays également à surveiller dans les prochains mois et années. Tout ne vient jamais pour rien et il n'y a aucun hasard. Dans l'économie, il y a toujours une explication. Eh bien, les voilà, c'est que le but premier des États-Unis, c'était de devenir le premier producteur mondial et au fond, ils n'ont pas mal réussi leur coup. Donc, ceux qui veulent investir dans le pétrole, ben, il va falloir tenir compte de ce genre de situation. Alors, quels sont les éléments qui seraient en faveur d'une augmentation des prix des prochains mois? Ben, ce serait plus d'embargo sur plus de pays. Ce serait que la Chine redémarre son économie et consomme de plus en plus de pétrole, que le système et la politique du sous-investissement dans les recherches pétrolières continue, ça à mon avis ça sera le cas, qu'il y ait de plus en plus de guerres parce que les guerres ça consomme du carburant quoi qu'on dise, et qu'il y ait une multiplication des crises et des guerres pour plus de besoins de pétrole pour faire la guerre, bien évidemment. Qu'est-ce qui sera en faveur d'une baisse des prix du pétrole? Eh bien, l'augmentation des taux d'intérêt, la baisse de la croissance, une inflation qui monte, une récession, la politique de la transition énergétique, j'y arriverai, le pouvoir d'achat des gens qui diminue, donc du coup comme le pouvoir d'achat des gens diminue, ben, ils consomment moins. Conclusion, qu'est-ce qu'on peut tirer du prix du pétrole si vous voulez investir? Ben, à court terme, je ne sais pas si quelqu'un pourrait dire ce qui va arriver. À long terme, sur de longues années, ben, on sait qu'on est dans un système économique carboné et on ne voit pas comment on pourrait s'en sortir, même s'ils nous font croire qu'il y a des transitions énergétiques. Je ne sais pas si on n'y arrivera jamais. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on va avoir beaucoup de volatilité, ça va monter, ça va descendre, ça va monter, il y aura peut-être des occasions à prendre, mais enfin, il va falloir faire attention, c'est quand même pas si facile que ça d'investir, à mon avis, dans le pétrole pour les prochains mois et années. Les taux aux États-Unis directeurs ont encore augmenté, mais cette fois-ci plus que de 0,25, mais on continue toujours à les augmenter, alors que tout le monde crie et clame haut et fort que l'inflation est à son pic et on voit aux États-Unis une tendance à ce que les taux commencent à diminuer. Voilà, mais ils continuent à monter les taux, à croire qu'ils veulent réellement qu'on entre en récession. On ne voit pas d'autre solution à expliquer. Leur but, c'est d'arriver aux 5% taux directeur et ils n'ont pas l'air de vouloir en démordre. Donc voilà, voilà ce que je pouvais vous dire. La prochaine fois, bien, nous aborderons un autre sujet sur la récession. Nous essaierons de voir si réellement nous entrerons en récession ou si nous y sommes déjà, ou si tout simplement nous aurons une croissance qui va diminuer, une inflation qui va diminuer et qu'il n'y aura pas de récession, ou alors est-ce que nous irons peut-être vers une récession économique.
Mais il fallait, avant d'aborder ce sujet, revenir sur ce qu'est une récession, comment savoir si on y est, comment savoir quand on en sort et savoir comment investir en ces périodes pas évidentes du tout. Je vous dis à bientôt